Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Naïdic. Salut Nicolas. Salut Fabien. Alors, tu es sociologue et spécialiste de l'expérience patient. On va parler du médical, de la prise en charge des gens et aussi de ce que ta vision de la médecine en général aujourd'hui. Avant tout ça, j'aimerais que tu expliques ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans. Comment tu t'y prendrais? Ah, c'est vachement compliqué ça comme question, je croyais qu'il y avait pas de questions pièges. Déjà en fait quand, j'essaie d'expliquer mon métier, j'essaie déjà d'expliquer, ce que c'est que la sociologie parce qu'en général les gens ils connaissent bien la psychologie et souvent ils confondent les psychologues et les sociologues et je leur dis: «Bah non, nous on fait très exactement l'inverse des psychologues». C'est-à-dire que le psychologue il va, se concentrer sur l'individu et là où le sociologue en fait il va se concentrer sur l'environnement qui est extérieur à l'individu. Typiquement, on peut donner plein d'exemples sur, le que pourrait donner comme résultat la sociologie, mais bah, je trouve qu'il y a des champs qui parlent bien aux gens. Par exemple, on peut penser que, l'amour, c'est le coup de foudre, c'est un sentiment avec quelqu'un qui va nous marquer, c'est un truc qui est de l'ordre de l'indicible, quelque chose qu'on ne pourrait pas quantifier et ça, ce serait la version un petit peu individuelle, presque psychologique qu'on pourrait avoir. Là où le sociologue, alors c'est une vision qui est beaucoup moins enchanteresse, hein, mais il va vous dire: «Bah non, en fait, la probabilité que vous tombiez amoureux de quelqu'un est dépendante de plusieurs facteurs». Donc en termes de ces facteurs qui sont associés à l'amour, bah, on sait que quelqu'un qui vient de la même profession et catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que qui va avoir le même niveau d'études que vous, qui va avoir un travail qui est similaire au vôtre, et puis, par extension, qui va avoir des hobbies qui sont similaires aux vôtres. Parce qu'on sait que, par exemple, on va plutôt apprécier, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même un petit peu vrai, le rap dans les catégories sociales populaires, le jazz dans les catégories sociales supérieures, les concerts de X dans telle ou telle catégorie. On sait, typiquement, cette discussion: «Est-ce que je suis un homme à chien ou un chat?» Bah, moi, je suis des catégories sociales supérieures et bah, je suis un homme à chat et les catégories sociales supérieures sont plutôt des personnes à chat. Et en fait, c'est d'étudier tous ces facteurs qui vont orienter, les comportements et les décisions, individuelles. Donc ça, sur l'amour, je trouve que ça marche toujours bien, mais ça marche sur, énormément de décisions dans notre vie, bah, finalement individuelle, qui est pas si individuelle que ça, mais qui est collective et notamment sur la santé. Donc voilà un peu comment je définirais la sociologie et après, bah, sur mon quotidien, moi, ce que j'aime beaucoup avec la sociologie, c'est que je suis un vampire de l'expérience. C'est-à-dire que, je vais interroger des gens, je vais faire, ce qu'on appelle des entretiens avec eux et je vais me nourrir de tout ce qu'ils me racontent pendant les entretiens. Ça peut être le quotidien avec la maladie, comment ça se passe, avec les proches, les problématiques, de médicaments, les expériences, bah, tiens, par exemple, avec, les relations de couple qui vont être influencées par la maladie et en fait, je capitalise sur chacune de ces expériences pour être ensuite capable de la restituer, à, bah, des acteurs qui sont tiers et alors ce qui est vraiment un gros intérêt, c'est qu'en fait, on prend la personne et on va recontextualiser le discours de la personne avec d'autres discours. Donc c'est vraiment capitaliser sur la somme des expériences individuelles pour essayer d'avoir une approche qui est un petit peu plus globale. Donc ça, c'est, pour moi une grosse partie, de ce qu'est la sociologie. Mais j'aime vraiment l'expression de vampire de l'expérience, ouais, je ça me va. Et puis après, il y a une partie aussi qui est stat, parce que ça les gens, le savent un petit peu moins, mais en la sociologie, c'est créé, sur la base de statistiques. Notamment sur l'étude du suicide, enfin, je vais pas vous le détailler et les stats, c'est très intéressant parce que finalement, ça vous donne des comportements sur les échelles qui sont, très, très générales et je me suis pris d'une grosse passion pour les statistiques. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas ça fun, mais moi, je trouve ça fun. Si tu veux bien, on va commencer par toi enfant. Quel a été ton parcours et à quoi tu te prédestinais enfant? Tiens, c'est intéressant ça, ouais, il y a plein de questions intéressantes et drôles. Pourtant, c'est comme ma deuxième. Hop. Et d'ailleurs, tiens, tu vois, en approche sociologique, on dirait que les questions que tu poses, ce sont des questions, réflexives. C'est-à-dire que c'est des questions qui incitent les acteurs à réfléchir à des situations auxquelles ils n'avaient pas réfléchi. Et donc c'est bon pour l'introspection et ça fait partie des vertus de l'entretien et donc tu vois, je trouve que, bah, finalement les journalistes ou les intervieweurs, on a quand même pas mal de similitudes sur la façon de conduire un entretien. Voilà, petit aparté mis, à part. Moi quand j'étais enfant, j'ai pas trop su ce que je voulais faire jusqu'au jour où j'ai joué à c'était pas Age of Empires, c'était Empire S. C'est un peu l'équivalent de Age of Empires, c'est un jeu de stratégie et j'étais complètement bloqué sur une mission, vraiment je j'y arrivais pas, j'arrivais pas. À chaque fois je me faisais dézinguer, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait il fallait lire et que il fallait recruter un diplomate pour régler des problématiques géopolitiques. Et je me suis dit: «Waouh, la puissance du diplomate par rapport à la puissance militaire, elle est exceptionnelle» et donc j'ai rêvé d'être diplomate et puis, à la suite de ça, ma scolarité a franchement été catastrophique. Enfin, moi je me plaisais pas vraiment beaucoup à l'école, je m'ennuyais, vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de ouais, j'ai eu énormément d'absences scolaires, enfin j'étais assez malade quand j'étais petit, une pneumonie, assez carabinée
et les notes ont pas suivi et finalement, je pense que l'univers du droit m'aurait pas plu, donc je ne me suis pas orienté vers la diplomatie, mais vers la sociologie et voilà ce que je voulais faire quand j'étais enfant. D'accord, et justement, tu avais fait ton bac ES en candidat libre, j'ai vu? Ouais, j'ai fait mon bac ES en candidat libre. Alors, quand je dis que j'ai eu une scolarité compliquée, ça a été encore plus compliqué quand je suis arrivé au lycée. Mais mes parents, tiens, ça c'est l'approche sociologique. Mon parcours est déterminé par ma socialisation primaire, c'est-à-dire ce que faisaient mes parents. Mes parents sont 2 retraités bibliothécaires, alors après bibliothécaire à l'époque, c'est pas seulement la personne qui est au comptoir, hein, c'est avec des missions plus, plus. Mon père était directeur d'une bibliothèque et ma mère responsable d'une informatisation de bibliothèque. Et en fait, ils voulaient mettre, toutes les chances de mon côté, donc ils se sont dit: «On va l'inscrire dans une école privée» et j'ai été dans une école privée et ça s'est très, très mal passé. Alors déjà parce que c'était une école privée catholique et que n'ayant pas été baptisé et n'ayant pas eu, tous les codes qu'il y avait derrière, c'était très, très dur pour moi. Je n'étais pas admis à la messe, mais ça m'allait bien et je faisais des permanences le soir avec une, bonne sœur qui était CPE, donc c'était, franchement assez compliqué. J'ai redoublé ma seconde et puis ils m'ont remis dans un autre lycée, privé, en internat cette fois-ci, mais qui était, privé, un peu moins catholique. Il était quand même. Et j'ai fait, de très bonnes rencontres et finalement, c'est vrai que c'est la période de l'émancipation. Quand on lit beaucoup, c'est un peu compliqué. Puis surtout quand on lit beaucoup et qu'on est qu'avec des gens, qui ont une vision alors je promets de pas aborder de politique, mais enfin, en tout cas, une vision très conservatrice, de l'économie et de l'histoire, ça peut un peu bouleverser et ce qui s'est passé, c'est que sur, cette première année de lycée, bah, alors j'ai démissionné et ensuite j'ai intégré un lycée public. Là, ça a été très compliqué, mais pour d'autres raisons. Et pour le coup, j'ai encore démissionné et j'ai passé mon bac en candidat libre, sur la fin. Mais, je dois dire quand même que j'ai bénéficié, du support de mes parents. Alors c'était une période qui était très compliquée pour moi. Heu, J'écoutais énormément la radio et France Culture et je pense que j'ai eu une partie de mon bac grâce à France Culture à l'époque, hein. Mais aussi parce que mes parents me payaient des cours de soutien de maths parce que je détestais les maths, bien qu'adorant les statistiques aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai passé mon bac en candidat libre avec toutes les péripéties que peut connaître un adolescent. Et en plus de ça, tu as commencé assez vite les jobs d'été, également, pendant que tu étais étudiant? Ouais et ben, en fait, même pour dire, à la fin de mon bac, c'était vraiment très compliqué l'époque du bac et j'avais rencontré quelqu'un qui était, vendeur sur les marchés et en fait, je l'ai suivi directement l'année d'après le bac et donc je suis monté, en Picardie et en Picardie, donc l'été même de la suite de mon bac, alors j'ai fait un petit peu de vente sur les marchés, mais on en reparlera après et surtout je suis parti en stop, en Hongrie, en passant, notamment par la Suisse. Ça c'était très chouette la Suisse et l'Autriche, un excellent souvenir de l'Autriche, pour aller sur un festival techno parce que j'adore la techno et à la suite de ça justement, j'ai fait un petit peu de saison et donc je suis arrivé en Picardie. En Picardie, j'ai, fait plein de petits boulots, vraiment pas terribles. Notamment, j'ai fait du travail à la chaîne. Alors ça, je peux me targuer aujourd'hui de faire partie des gens des 1 qui ont un doctorat, d'avoir le plus haut niveau d'études en France, alors avant l'HDR, mais on s'en fiche, hein. Mais pour le coup, je sais ce que c'est que travailler à la chaîne et je sais à quel point le travail à la chaîne, c'est compliqué et je sais ce que c'est que de voir des gens qui ont 50 ans, qui sont en intérim, dont le seul espoir dans la vie, c'est d'avoir un CDD et ils sont même pas au niveau de l'espoir du CDI pour un salaire qui est bien inférieur, à celui du SMIC parce qu'ils sont sur des temps partiels. Je sais ce que c'est que de faire les pliages de carton, à répétition. Je sais ce que c'est que de regarder une pendule, qui est au fin fond d'un grand hangar et de voir les minutes, et s'écouler. Je sais ce que c'est que d'aller dans les boîtes d'intérim, et un petit peu tous ces jobs-là. Donc, j'ai passé, ouais, un petit peu de temps à faire de l'intérim en Picardie. Ça a pas été, la période la plus, comment dire? Stimulante de ma vie. C'était quand même, en fait, c'était compliqué. Moi, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment compliqué pour moi, c'était, ce travail à la chaîne. Et je me souviens très bien, j'ai eu une expérience, ça s'était pas très bien passé et j'étais parti, puis j'ai revu un jour mon supérieur, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ces supérieurs dans les usines et qui me Manager? Cadre? mana ouais, manager, mais manager, c'était presque trop classe, tu vois? Pour des, Pour eux? pour de la chaîne, ouais, tu vois? C'était Responsable? un intendant, je sais pas comment on dit et qui m'a dit: «Mais tu sais Nicolas, le travail à la chaîne, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être très difficile» et franchement, tu vois, c'est un petit échange qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, je sais faire plein de choses, mais il y a une chose que je sais que je serais pas capable de faire si tu travaillais à la chaîne et c'est pour ça que, bah, pour moi, dans mon approche, que je peux avoir des différences culturelles, j'ai un infini respect pour toutes les personnes qui travaillent sur ces segments-là, parce que je sais à quel point c'est pénible et je sais à quel point, ce sont des personnes qui sont rigoureuses. Donc voilà, ça c'était la partie travail à la chaîne. J'ai fait un petit peu de manutention et après ça a suivi, mes études et puis après, bah, vraiment, pour le coup, je suis parti, 1 année en école de musique parce que j'aimais vraiment beaucoup la techno, je l'ai déjà dit et du coup, j'ai fait une école de musique assistée par ordinateur. C'est ce que j'allais te dire. Tu as fait ça au milieu de ton parcours, c'est assez marrant de lire ta bio avec ça au milieu.
Ah ouais, bah, j'ai coupé en fait, il y a eu 1 année, de travail, petit job en intérim en Picardie et puis après, 1 année, de formation en musique actuelle, spécialisation en musique assistée par ordinateur, à l'école Atlas à Paris et heu et c'était une année qui était très stimulante mais j'adore la musique électro, j'adore tout ça. Malheureusement, j'ai pas du tout l'oreille musicale. Donc c'est pas franchement folichon pour faire de la musique, hein. Et à ce moment-là, mon rêve, c'était de travailler comme ingénieur du son à l'INA, l'Institut national audiovisuel, parce que, je suis un grand fan de toutes les archives de l'INA. Ou alors de travailler à Radio France, parce qu'ayant énormément écouté de podcasts, je me disais: «Mais c'est super bien, ça me permet d'allier à la fois ma passion pour le son et en même temps, la passion pour, bah, déjà vampiriser l'expérience des intervenants qu'il y avait à ce moment-là», c'est-à-dire bénéficier finalement des enseignements des différentes émissions. Et sauf qu'en fait, pour, faire ce parcours-là, il fallait un bac S et j'avais un bac ES et donc ça n'a pas été possible. C'est vrai que c'est chouette dans les podcasts, on se nourrit des interventions des gens, rien que le fait d'y participer, d'être en écoute active là-dessus, c'est toujours de bons moments Ah ouais, mais c'est exceptionnel et ça, tu vois, ça a été mon deuxième rêve. C'était diplomate et puis ensuite ingénieur du son, mais ingénieur du son à la radio. à la radio. Qu'est-ce que je voulais dire? Après tu as été sur la sociologie, pardon. Tu as développé la partie, études en sociologie. Qu'est-ce qui t'a amené à aller là-dessus, à faire entre guillemets «le deuil du diplomate» et d'aller plutôt sur la socio? Et bah, ouais, je pense que c'est aussi un enseignement qui est assez intéressant. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la sérendipité et comment est-ce qu'une personne est capable, de se saisir des opportunités du hasard? C'est-à-dire il y a plein de hasards, il y a plein d'opportunités, mais on les voit pas. Et la sérendipité, c'est d'être capable d'accepter ces hasards et de les intégrer. Alors ça, c'est un beau concept que j'ai découvert en faisant du stop, ça d'ailleurs. Heu, comment est-ce que ça s'est fait? Bah, à cette époque-là, j'hésitais entre 2 choses. J'hésitais entre l'économie et la sociologie parce que, bah, je venais de ES, j'avais une super note, en économique et sociale et vraiment j'aimais beaucoup l'économie à cette époque et je détestais la sociologie et ça, c'est un élément qui est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que je détestais la sociologie? Alors, je l'analyse rétrospectivement parce que typiquement quand on est jeune, quand on est adolescent, on on a vraiment du mal à accepter que nos comportements, ils puissent être régis par des choses qui sont plus grandes que nous et je me souviens très bien avec mon meilleur ami et vous verrez, il a son importance, quand tu verras, il a son importance. On était en cours et puis la prof de socio nous disait, «Oui, bah, vous verrez, en vieillissant, votre cercle d'amis, il va se restreindre, vous allez voir moins de monde» et puis nous, on avait 17 ans, on disait: «Mais non, c'est pas possible». On allait voir tout le monde, on parlait avec tout le monde, on allait boire des coups, avec, absolument tout le monde. On disait: «C'est pas possible, c'est pas possible, on sera toujours comme on est» et puis, bah, force est de constater qu'aujourd'hui, à 34 ans, bah, elle avait, complètement raison et que la sociologie a des raisons et en fait, tu vois, pour moi, à cette époque-là, c'était quelque chose qui était pas audible, hein, de se dire ça. Donc j'avais vraiment hésité avec l'économie et puis finalement, bah, en fait, mon meilleur ami, était en fac de socio et la fac de socio était à côté des bars à Tours, alors que la fac d'économie était sur un campus qui était complètement excentré. J'ai fait: «Bon allez». Ça se joue à peu de choses, quand même, hein. Vraiment joué à pas grand-chose et surtout, tu vois, je garde un souvenir, très vif, de mon arrivée sur mon premier er cours magistral et 1er, TP de méthodologie où je suis arrivé, je me suis dit: «Ah mais c'est ça que je veux faire, en fait». Tu vois? Enfin, je veux dire, c'était pour moi, c'est apparu comme étant une évidence. En fait, ça correspondait, mais 1000 fois à ma façon de penser. C'est-à-dire, sur la méthodologie, le côté entretien, ça me correspondait 1000 fois. Sur la partie réflexion, sur les déterminants sociaux et compréhension du monde, ça me correspondait 1000 fois. Et donc, si tu veux, à partir de là, pour moi, ça a été une ligne droite, quoi, parce que j'ai jamais remis en cause le fait que pour moi, j'avais trouvé, la discipline et la vision du monde qui me correspondait. Tu as repris goût à l'école à ce moment-là aussi? J'ai repris goût à l'école à ce moment-là et d'ailleurs, c'est un point important que tu évoques, c'est que, tu vois, rétrospectivement, enfin, quand j'analyse un peu le passé, moi, je viens d'une famille qui est plutôt alors, à tendance, on va dire, libérale, mais dans le sens libéral de, les enfants, ils font ce qu'ils veulent dans leur éducation. C'est l'autonomie de l'enfant qui va compter et pour moi, le côté scolaire, c'était très compliqué parce que j'avais été nourri avec beaucoup de livres, on m'avait toujours dit que j'étais très libre de faire ce que je voulais faire. On m'a toujours suggéré de participer dans les discussions, ce qui est pas le cas dans l'école quand tu es en primaire et ou quand tu es au collège et au lycée et en fait, quand je suis arrivé à la fac, je suis arrivé sur un mode d'enseignement qui était très exactement celui de ma culture. Donc si tu veux, pour moi, ça a pas été compliqué de me dire: «Ah bah tiens, j'ai quelque chose qui m'intéresse, bah, je vais me mettre au premier rang», parce que je trouvais ça très drôle d'être au premier rang d'ailleurs et puis, je vais écouter et aussi sur la nature des devoirs. Moi, pour moi, ça a toujours été super compliqué de faire un devoir, à la main en one shot. Par contre, à partir du moment où j'ai pu faire mes premiers dossiers, ça a été un véritable plaisir. Enfin, moi, je me suis rendu compte que ma façon à moi, de réfléchir et ma façon à moi de travailler, bah, j'ai un sujet, j'ai le temps de le potasser, j'ai produit un document par rapport à ça et c'est ça que j'aime, c'est là-dessus que je suis performant. C'est pas sur un contrôle de révision de connaissances que tu as appris par cœur et que tu dois réciter, ça correspondait pas du tout à ma façon d'être. Et justement la sociologie, tu as tellement aimé que tu as été, jusqu'au doctorat, c'est ça?
Ouais, alors j'ai beaucoup aimé la socio, donc et c'est là que je vais revenir. Donc pendant mes études de socio, pour le coup, j'ai travaillé, tous les, quasiment, ouais, tous les étés, c'est certain, une bonne partie des vacances, toujours sur les stands et cetera et cetera. Ça a été vraiment une période qui a été formatrice pour moi parce que j'avais vraiment le côté fac avec la théorie, des différents mondes sociaux et cetera et cetera. Et puis le reste du temps, en fait, j'étais sur les marchés, les braderies et les festivals, à vendre, de l'accessoire fumeur, voilà. Je n'en dirai pas plus. Et à côtoyer ce qu'on appelle les camelots et à découvrir ce monde des camelots. Alors, il y a plein de choses qui sont marrantes avec les camelots, tu vois? Par exemple, tu leur demandes s'ils ont bien travaillé, jamais ils te diront: «Ouais, ouais, j'ai vraiment bien travaillé». Ils diront toujours: «Ouais, ça bosse. Ouais, ça bosse». Et avec un monde aussi sur lequel, bah, c'est aussi ce qui matchait un peu pour moi avec la fac, c'est que finalement c'est un monde de l'autonomie, c'est-à-dire que, bah, moi j'étais payé au 10 vendeur, donc c'était, complètement dépendant du chiffre d'affaires qu'on allait réaliser, donc tu comptes pas tes heures, tu travailles dans des conditions qui sont, en fait extrêmement difficiles, hein. Il y a des festivals, ça peut être, 4 jours de travail, tu as le temps d'y aller, tu dois déballer, ensuite, bah, le matin, ça ouvre à 10 heures. Le soir, ça termine à 4 heures du matin. Tu as une compétition pour celui qui fermera le plus tard, comme si c'était vraiment le truc le plus intelligent à faire, mais enfin, tu finis tes rincés. Tu affrontes les tempêtes, les intempéries, tu prends attention à tes relations avec les gens, donc j'avais, toute cette partie de ma vie à côté de la fac. Et pour revenir sur la fac, bah, pour moi, ça a été, comme je disais, une évidence, de continuer en sociaux. J'ai essayé, j'ai fait un double cursus, socio, philo quand j'étais en deuxième année de socio. Ça a été une année, extrêmement stimulante. Je suis toujours fan, de la philosophie, mais ça a été très dur parce qu'il y a énormément de lectures et puis pour le coup, il faut être capable de faire des commentaires de texte et des dissertations typiquement en 4 heures, pas forcément avec un temps de réflexion derrière. Et puis surtout, en fait, je me suis rendu compte que et ça aussi, ça a son importance pour le reste, finalement de mon parcours, c'est que l'interdisciplinarité, si c'est quelque chose qui est plutôt vanté et ben, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place, hein. Typiquement parce que les modes de pensée, ils peuvent parfois se contredire et typiquement, ce que tu apprends en philosophie quand tu es en première année, c'est la philosophie qui est plutôt occidentale, hein. On va te faire, la morale, tu vois? Par exemple, chose, le bien, le mal, en fonction de quoi? Mais des critères qui sont occidentaux. Et à côté de ça, moi, j'avais des cours d'anthropologie où on me disait: «Oui, mais bon, finalement, tuer des enfants, c'est pas très grave, ça peut être un mode de régulation, de la société. La notion de viol, c'est une notion qui est dépendante de la culture dans laquelle tu te situes». Je sais pas si tu as déjà lu ça, le marquis de Sade, mais enfin, c'est un peu des choses qui peuvent complètement t'emmêler, en fait, par rapport à tes repères moraux. Et ça a été assez compliqué finalement d'allier, la sociologie à la philosophie, en tout cas la philosophie sur un stade de L1, hein, où il faut que tu apprennes à prendre les bases en fait, hein, finalement de la discipline, hein. Donc j'ai pas poursuivi, mais j'en garde un souvenir, exceptionnel. Et puis, ce qui a été un vrai marquant pour moi, finalement en socio, ça a été quand je suis arrivé en master, alors pas tant sur les cours parce que je pense que dès la licence 3, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Je faisais beaucoup de concours étudiants pour passer le temps. Je travaillais aussi encore à côté, aussi au centre de ressources en langue, patati patata, mais il y a eu plein de jobs à côté. Et le master a été une vraie découverte pour moi parce que j'ai découvert le mémoire et j'ai travaillé sur le don du corps à la science. Et là, en fait, vraiment, j'avais le mode d'expression et le mode de travail qui me convenait le plus, c'est-à-dire vraiment pouvoir réfléchir de façon approfondie, sur un sujet. Tu veux que je te parle tout de suite du doctorat ou? Ouais, c'est ce que j'allais c'était ma question suivante justement. Ta thèse de doctorat et pourquoi ce choix? Eh ben, c'est un choix et un non-choix, c'est-à-dire que pour moi, je me plaisais tellement, en sociologie, je me plaisais tellement finalement dans la rédaction, du mémoire, que je me suis dit: «Bah, je vais partir sur un doctorat». J'avais pas trop de considération sur la professionnalisation, qui pouvait suivre, à la suite de mon doctorat. Je savais que c'était compliqué, hein, pour la sociologie de s'insérer, mais j'avais, quand même choisi un petit peu la spécialité qui était la sociologie de la santé, sachant que le master que je faisais, moi, c'est un master d'urbanisme, donc si tu veux, je suis expert à la base sur les politiques de la ville, hein. Je sais pas si les gens, ils voient la webcam, mais c'est je voilà. Ils le verront sur YouTube. Ouais, voilà. Et ce qui était pas, mon grand kiff dans la vie, hein, mais cela dit intéressant. Et en fait, donc pour moi, le doctorat, ça a été la suite logique juste parce que je voulais continuer à approfondir mes compétences en sociaux. Ce qui s'est plutôt posé comme question, c'est, comment faire un doctorat? Qui est vraiment un truc qui est compliqué, sachant que en fait, si tu veux faire un doctorat, en théorie, il faut être financé, que tu as, alors plusieurs sources de financement. Je vais pas vous expliquer tout le fonctionnement de l'université, mais en gros, soit tu as une bourse, notamment du ministère et tu es financé pendant 3 ans pour faire ta thèse et à côté de ça, tu fais des cours. Soit tu te débrouilles, pour avoir un financement à côté. Ça peut être on appelle des financements d'entreprise et cetera et cetera. Il se trouve que les financements, donc ministériels, il y en a très peu. Alors je crois il y en a un pour, ce qu'on appelle 8 départements. C'est-à-dire, nous, il y a la sociologie, la psychologie, l'histoire de l'art. Je crois qu'il y avait la géographie. Donc tu vois, tu as un financement pour potentiellement, 15 ou 20 candidats et
Et en réalité, c'est pas tant la pertinence des candidats qui compte que quel est le département, donc quelle est la discipline qui a eu le financement l'année d'avant, parce qu'il faut être un petit peu équitable. Donc je n'ai même pas songé à présenter, la demande de financement ministériel puisque la personne qui l'avait eu l'année d'avant, finalement était en sociologie. Donc je me suis dit: «C'est même pas la peine dans ces conditions-là». Et à cette époque-là, moi, je travaillais sur le don du corps à la science en mémoire et je voulais, vraiment, travailler au niveau national sur le don du corps à la science. Et ça a été, très compliqué. Donc j'avais soumis des demandes notamment à l'École européenne de chirurgie, pour qu'ils financent, la thèse. Et je dis ça parce qu'en fait, ça c'est intéressant parce que l'année, enfin même 2 semaines avant que je dépose, 2 semaines après que j'ai déposé ma demande de financement ou non peut-être pas 2 semaines, peut-être 2 mois, enfin dans un intervalle de temps très court, il y a eu le scandale du charnier Paris-Descartes, notamment porté par l'École européenne de chirurgie. Je sais pas si tu en as entendu parler? Non, ça me parle pas. Ouais, le nom du cours à la science, en fait, ça a été un peu, on va dire, un petit peu compliqué. C'était géré, en gros, université par université et c'était les gens qui payaient pour donner leur corps à la science. Donc, tu avais un désengagement total de l'État. Donc, si tu veux, tu avais des facs dans lesquelles c'était donc sous format d'association, les gens qui donnaient de l'argent. Tu avais des facs, c'était les municipalités qui donnaient de l'argent au nom du régime des indigents. Et en fait, tu avais une complète dérégulation. Et on va dire que si ça se passe bien dans dans la quasi-totalité des universités, tu as eu, tu as eu l'université Paris-Descartes, où je crois que c'est une secrétaire qui a été lanceuse d'alerte et qui a dit: «Mais c'est pas possible, les congélateurs, ils sont en panne, les cuves, elles sont pleines, les techniciens s'amusent avec les têtes des cadavres, il y a du démembrement et de la revente», hein. Et donc ça a été un gros scandale, hein, puisque tu as eu finalement des répercussions. C'était il y a 1 an et demi, ouais, il y a 1 an et demi avec une modification complète du statut du nom du corps. Et qui montrait bien que ça fonctionnait pas. Donc en fait, tout ça pour dire que tu imagines bien que quand je demande, en tant que sociologue, à pouvoir observer comment ça se passe et qu'on te dit non, tu fais: «Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a eu des réticences». Donc tu vois, j'ai pas réussi à travailler sur le nom du corps à la science et là aussi, c'est quand même vraiment beaucoup de chance. C'est que, je cherchais un financement pour une thèse, je cherchais désespérément un financement pour une thèse. Puis à cette époque, tu as pas beaucoup de réseaux. J'avais beaucoup de lettres de recommandation, mais pas beaucoup de réseaux et tout ça et tout ça. Ma mère me dit: «Mais tu devrais contacter les hôpitaux quand même», parce que je contactais un peu les entreprises, les machins, les bidules. Et puis je me fais un compte sur LinkedIn. Bien sûr, à cette époque-là, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je peux pas payer le compte pro, mais tu sais, tu as une version gratuite du compte pro pendant 1 mois avec, je sais pas, je crois 14 emails, gratuits. Et en plus, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le dernier email que j'envoie, au directeur de la recherche du CHU de Poitiers. Pour le coup, il répond, tout de suite en disant: «Ah mais c'est trop bien, moi aussi j'ai fait de la socio, bon pour le don du corps, en gros, je sais pas, mais par contre, je travaille avec un neurochirurgien, ça peut carrément le botter, viens me rencontrer». Et mais genre viens me rencontrer, 2 jours après, quoi. À partir de là, finalement, je sais pas si j'ai le droit de le citer, mais enfin, peut-être le citer. C'est donc, Harold Astre qui était directeur de la recherche, à ce moment-là à l'hôpital de Poitiers, qui m'a mis en relation avec, celui qui a été mon patron et mon directeur de thèse, Philippe Rigoard, qui est neurochirurgien, à Poitiers. Et tu vois, comme quoi, hein, la suite sur un parcours de thèse, là, ça a été vraiment du hasard. Puis moi, je voulais travailler sur le don du corps et la science et puis finalement, je me suis retrouvé à travailler, sur toute autre chose, sur la douleur chronique, pour le dire en un mot. Et ouais, alors pour le dire en un mot, tu t'es spécialisé vraiment, à partir de cette thèse et par la suite, sur l'expérience patient, et notamment comment sont traitées, les douleurs. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, d'un point de vue, sociologique, prise en charge et même suivi, là-dessus. Hem, quel a été ton déclic pour justement t'orienter là-dessus, au-delà d'avoir eu l'opportunité de travailler avec ce neurologue? C'est un neurochir, faut faire attention. Neurochir, pardon. Neurochir, je t'en prie. Non, non, mais c'est parce que dans le milieu médical, tu sais, tout est très, ouais. Pas pardon, au milieu médical, neurochirurgien. Non, mais je dis ça parce que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écouteront, c'est qu'en fait, tu as quand même des hiérarchies médicales qui sont hyper importantes, ça. Et tu vois, dans la hiérarchie médicale, le chirurgien et donc le neurochirurgien est la personne la plus, pas dire la plus importante, mais presque la plus importante. Donc c'est intéressant. Puis aussi parce que, finalement, moi, j'ai évolué pendant ma thèse et puis je réponds après sur le sujet, j'ai évolué pendant ma thèse avec des chirurgiens. Et les chirurgiens dans le monde médical, c'est quand même des personnes qui sont, particulières. Moi, je suis toujours très admiratif parce que les neurochirurgiens et les orthopédistes, que je travaille beaucoup avec les orthopédistes. Les orthopédistes, c'est les spécialistes, notamment des os. Voilà, je pense qu'on pourrait le définir comme ça. Ils sont bien sûr des personnes brillantes parce qu'ils ont tout le bagage médical qu'il peut y avoir derrière, mais en plus de ça, elles ont un côté très manuel. C'est-à-dire qu'il faut les voir intervenir au bloc opératoire. C'est quand même assez exceptionnel d'être capable de faire des interventions pendant 5-6 heures avec les tabliers de plomb pour éviter les radiations, en étant extrêmement, minutieux ou même des gestes, qui paraissent tout bêtes. Mais moi, j'ai toujours été impressionné par la petite suture qui était faite parce que je me disais que ce serait des super couturiers. Voilà, ça paraît tout bête, hein, mais c'est vraiment, je trouve, des compétences qui sont assez folles, hein. Sans parler que, en l'occurrence, mon patron, j'aime bien l'appeler comme ça,
Mon patron et à côté de ça, était un artiste accompli, un anatomiste, il avait fait, l'école des beaux-arts, enfin, tu vois? Vraiment une personne avec de multiples compétences. Et donc, pendant ma thèse, moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle en sociologie la trajectoire de maladie, mais ce que généralement dans le monde médical, on appelle plus simplement le parcours de soins. La différence, c'est que le parcours de soins, c'est juste la rencontre, on va dire, d'un patient, avec, différents professionnels dans le cadre de la prise en charge de sa maladie, sachant que cette prise en charge, finalement, elle est ordonnée. C'est-à-dire que, bah, quand on si tu veux, l'étape de départ, c'est je vais consulter le médecin généraliste ou le médecin spécialiste de médecine générale, je préfère qu'on les appelle comme ça à juste titre. Donc le médecin généraliste qui, va pouvoir faire, une ordonnance pour aller voir, bah, par exemple, un masseur-kinésithérapeute, puisque les masseurs-kinésithérapeutes, on ne peut les consulter qu'à condition d'avoir, une ordonnance. Puis ensuite, si ça passe pas, il va nous orienter vers, par exemple, un rhumatologue, puis ensuite et cetera et cetera. Et finalement, dans l'évolution d'une maladie, il y a tout un parcours qui est, pas réglementé, mais qui est recommandé et qu'on va suivre. Et la différence avec la trajectoire de la maladie, c'est qu'on dit: «Bah, OK, il y a ce parcours de soins, mais à côté de ça, il y a des répercussions de la maladie sur la vie quotidienne de la personne». Typiquement, bah, la personne, elle a un petit peu mal au dos. Bon, les implications sur sa vie quotidienne, elles sont un petit peu limitées. Puis, elle va progresser, elle va aller voir le kiné, ça se passe pas beaucoup mieux. Donc, elle a un peu plus mal au dos. Et puis, bah là, ça commence à être difficile au niveau professionnel. Et compliqué au niveau professionnel, ça peut avoir des répercussions économiques. Puis, ça, des répercussions économiques, bah, généralement, ça peut avoir des répercussions aussi sur les relations, bah, comment est-ce que je fais vivre ma famille, donc sur après l'équilibre du couple, hein. Donc tu vois, c'est vraiment la trajectoire de maladie, c'est le lien que tu as entre le parcours de soins, c'est-à-dire vraiment la partie, médicale, prise en charge médicale et la partie, bah, un petit peu miroir sur la vie personnelle. Donc moi, j'ai travaillé sur le parcours de soins des patients, qui sont, atteints de ce qu'on appelle de alors j'oppose le terme barbare histoire de faire style que je suis quelqu'un de très savant, mais on appelle les lomboradiculalgies post-opératoires et ce qui en français correspond aux douleurs chroniques du dos, donc la lombalgie, mais post-opératoire, c'est-à-dire consécutive à une chirurgie de la colonne vertébrale. Donc c'est ça le derrière ce terme un petit peu barbare. Donc moi, j'étais vraiment spécialisé, on va dire, sur un type de douleurs chroniques qui sont les douleurs de lombalgie, mais sur des personnes qui sont allées vraiment, je vais dire au plus loin de toutes les interventions qu'il peut y avoir. Moi, j'étais sur même des personnes en plus qui étaient implantées de ce qu'on appelle la neurostimulation, médulaire. Donc c'est un petit dispositif médical qui ressemble à un pacemaker. On met sur le pacemaker, en fait, vous avez une partie batterie. Bah, là, la partie batterie, on la met dans la fesse et puis vous avez une partie électrode. Et là, l'électrode, on la met, au niveau de la colonne vertébrale, pour le dire simplement. Et donc les gens qui arrivent à ce niveau-là, c'est les gens vraiment, en général, qui ont eu des parcours de soins, mais vraiment, excusez-moi pour le terme, mais de merde, il y a pas vraiment d'autre mot. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des douleurs qui se sont aggravées, c'est des gens qui, malheureusement, se sont fait, pas dire juste opérer, c'est des gens qui se sont fait beaucoup opérer et pour beaucoup de personnes qui se sont fait trop opérer. Vraiment, sur lesquels il y a eu, presque un acharnement, thérapeutique, qui à la suite de ces interventions, bah, ont quand même conservé des douleurs, en plus des douleurs qui sont un peu particulières. Alors je peux vous dire, c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Donc c'est des douleurs qui ne se voient pas, hein, c'est-à-dire, on peut pas les voir, on n'a pas de preuve à l'imagerie que ces douleurs, elles existent, donc avec des gros challenges, en fait, pour être cru par les professionnels de santé. Donc vraiment des gens qui arrivent à fond, oui, au fond du gouffre, au fond du trou, sur la prise en charge de la douleur. Donc vraiment des personnes très, très particulières. Et donc moi, je me suis, attaché à décrire les relations de ces personnes à chaque étape de leur parcours de soins avec les différents professionnels de santé. Typiquement, bah, pourquoi est-ce que ça peut être compliqué avec le médecin généraliste? Et tu vois, il y a des éléments qui sont intéressants. Par exemple, alors je n'ai plus toute ma thèse en tête, mais on va dire sur le médecin généraliste, eh ben, on voit qu'il y a une réticence de beaucoup de médecins généralistes qui ne sont pas experts dans la prise en charge de la douleur pour orienter les patients sur des stratégies médicamenteuses, typiquement sans aller forcément jusqu'aux opioïdes, mais enfin en tout cas, voilà, on va plutôt rester sur du paracétamol. Puis ça, c'est pas que sur la douleur, ça se voit après, il y a quand même beaucoup de médecins généralistes qui ont des difficultés à orienter les patients. Soit parce que, bah, ils sont dans des petits territoires, ils n'ont pas les contacts, donc ils sont dans l'incapacité d'orienter les patients, donc c'est les patients qui doivent se débrouiller eux-mêmes. Soit aussi, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, bah, ce que tu entends c'est que, un médecin, un patient qui est envoyé vers un spécialiste, bah, c'est un patient qu'on ne reverra plus le médecin généraliste. En tout cas plus sur cette pathologie. Donc il y a la peur de vraiment de perdre le patient qui est derrière. Et donc en fait, tu vois, c'est des petits éléments qui font que, bah, finalement, tu as une petite accumulation d'inégalités. Après moi, j'ai travaillé sur les kinés et ça les kinés, je m'en souviens mieux parce que je travaille encore beaucoup avec eux. Mais typiquement, tu as, ce qu'on appelle des profils un peu types qu'il peut y avoir. Bah, tu as des kinés qui sont plutôt dans le mode,
ce qu'on pourrait appeler actif et passif. Donc dans les modes actifs, bah, je vais faire de l'activité physique au patient. Typiquement, le massage, c'est aussi une forme de pratique active, hein, puisque le kiné, il est avec le patient tout le temps, et cetera, et cetera. Puis tu as aussi les kinés qui sont plutôt passifs, c'est-à-dire, bah, je vais mettre, une bouillotte sur le dos. Je vais mettre ce qu'on appelle, une TENS, donc c'est un petit appareil un peu comme la neurostimulation métier externe. Donc je pense que les gens, ils connaissent, mais TENS, c'est plutôt utilisé par les sportifs, hein. Et puis je vais laisser brancher le patient pendant une demi-heure. Et puis, tu vois? Et en fait, tu te rends compte que ce qui est aussi intéressant, c'est que Sentence, les patients, ils pensent que c'est un truc qui est vraiment spécialisé, le truc génial qui est fait que par le kiné et que la séance, elle est vraiment efficace. Et puis à un moment dans leur parcours, ils se rendent compte qu'en fait, non, la TENS, ils peuvent l'acheter tout seul. Et donc toute la désillusion qu'il peut y avoir autour de cette thérapeutique. Et puis pourquoi est-ce que les kinés, ils font comme ça? Bah, parce que, bah, si tu fais du passif et que tu pas avec les gens, bah, tu peux prendre 4 patients en même temps et que finalement, quand tu es payé à l'acte, bah, c'est plus rentable. Donc de voir aussi que derrière un peu cette impression qu'on peut avoir du système médical où on fait tout, pour le mieux pour que les patients vivent dans les meilleures conditions possibles, bah, c'est pas tout à fait vrai. Je parlais des patients qui étaient multi-opérés de la colonne vertébrale. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est véritablement indiqué, mais il y a aussi des situations qui, je pense sont quand même assez fréquentes. Pour le coup, l'indication chirurgicale, elle est posée juste parce que c'est un bénéfice qu'il va y avoir pour le chirurgien et notamment en clinique, hein, puisque c'est plutôt le modèle économique des cliniques. Et donc en fait, tu te retrouves à voir un petit peu, bah, comment est-ce que des parcours de gens peuvent être influencés par tous ces éléments-là. Voilà, après, bon, je suis allé très, très loin parce que ma thèse, elle fait, 500 pages. Il y a un élément peut-être que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler, dans ma thèse, c'est les inégalités sociales de santé. Et j'ai été pas très sensibilisé quand je suis arrivé. D'ailleurs, même l'approche vraiment sociologique dure, déterministe, j'étais un peu réfractaire. Pour moi, l'individu avait toujours, une place prépondérante. Alors bon, il y a des auditeurs qui connaissent un peu la sociologie, c'est l'opposition entre l'individualisme méthodologique de Boudon et puis le déterminisme social de Bourdieu, mais on s'en fiche. Et en fait, un souvenir aussi très, très vif que j'ai eu, en arrivant la première fois, en consultation. Alors mon patron était exceptionnel, hein. J'avais même pas encore commencé ma thèse, qui m'a dit: «Viens avec moi en consultation, je t'emmène», c'était au CH de, j'ai perdu le nom, c'est absolument terrible, dans la région centre. J'ai perdu le nom, je le retrouverai tout à l'heure, c'est pas très grave. Et puis, il me prépare à la consultation, il me dit: «Ah non mais, Nicolas, tu vas voir, les patients, ils sont tous différents, ils ont tous une lésion qui est différente, ils ont tous une pathologie qui est différente et tout ça». Tu vois, vraiment l'approche biomédicale, l'approche du professeur de neurochirurgie et puis avec, tu sais, toute la magnificence qu'il peut y avoir sur les variabilités anatomiques, enfin, tu vois? Et vraiment tous les patients sont différents et puis je fais la journée de consultation. Alors c'est un peu la campagne, j'ai oublié le nom du CH, mais c'est un peu à la campagne. Poitiers. C'est pas Poitiers, c'est à côté de Poitiers. La cité à fédérer, les trucs, mais je te retrouverai le nom. Je regarderai sur une carte de France, il y a un super festival de musique qui dure une semaine par an. C'est pas faute de pas l'avoir fait. Je le retrouverai, c'est pas grave. Et je sors de la journée de consultation et je dis: «Mais Philippe, tes patients, ils sont pas tous différents, ils sont tous pareils, en fait. C'est tous des catégories sociales populaires, c'est-à-dire c'est tous des ouvriers, c'est tous des employés, c'est tous des agriculteurs, c'est tous des artisans. Tu as quasiment, aucune profession intermédiaire, aucun cadre à l'intérieur de tes patients». Et en fait, c'est vrai que, bah, quand tu regardes un petit peu les problématiques de santé, bah, qui sont les personnes qui sont les plus susceptibles, alors déjà de développer des formes de douleurs, même des lombalgies chroniques, bah, c'est plutôt les personnes qui ont, ce qu'on appelle un gradient social de santé, donc qui ont un faible niveau d'études, un faible niveau de revenus, une forte vulnérabilité à l'inactivité professionnelle et cetera, bah, qui ont plus de chances de développer, ces douleurs. Alors déjà parce que souvent elles ont un mode d'activité qui est pas forcément bon pour leur corps, pour leur dos, mais aussi parce que ce sont des personnes qui sont généralement plus éloignées du soin, des personnes qui sont plus distancées par rapport à leur corps. Et c'est aussi du coup des personnes qui, bah, vont connaître des évolutions qui sont les plus défavorables parce que typiquement, bah, le rendez-vous chez le kiné, il va pas être fait ou alors il va pas être bien fait, puis les médicaments qu'on va donner, ils vont pas être bien pris, mais parce que c'est un rapport différent, hein. Il y a aucun jugement de ma part là-dedans, c'est juste parce que c'est un rapport au corps et à la maladie qui est différent. Puis c'est des personnes qui ont souvent une croyance, une vision très biomécanique, c'est-à-dire: «Ah bah, j'ai un problème, moi quand j'ai un problème avec ma voiture, je vais chez le garagiste, donc du coup, bah, pour moi c'est pareil». Donc c'est des personnes qui ont une plus forte appétence pour la chirurgie et au point souvent aussi de demander à être opérées, et d'être multi-opérées. Donc si tu as pas un chirurgien derrière qui est un peu bien, il ira les opérer. Et puis c'est des patients qui, bah, en général, ils sont fumeurs, en général, ils ont du diabète, donc c'est des patients qui ont plus de complications. Et en fait, au bout de chaîne, tu vois assez facilement que, tu as une accumulation d'inégalités sociales de santé qui font que, bah, tu as une homogénéisation du profil. Au début, tu as la population générale qui est très diversifiée et en bout de chaîne, sur le développement des maladies les plus poussées, tu arrives sur ce profil-là. Et ça, c'est vrai pour, la douleur chronique, mais pour avoir travaillé, c'est la suite de mon parcours sur le diabète,
les personnes qui sont les plus susceptibles de développer un diabète de type 2, donc le diabète qui est notamment associé à l'alimentation, à l'activité physique, et cetera, notamment, pas que évidemment, mais notamment associé à ça, en opposition au diabète de type 1 qui est purement génétique, sur lequel il y a très peu de facteurs extérieurs, bah, tu as une très, très forte, ce qu'on appelle prévalence, donc une population plus importante chez les catégories sociales populaires. Et typiquement, c'est intéressant parce que je dis toujours ça, tu prends la carte de France de la pauvreté et la carte de France de la prévalence du diabète, c'est les 2 mêmes. Mais vraiment, c'est les 2 mêmes, quoi. Et en fait, tu l'as sur quasiment, toutes les pathologies. Tu vas l'avoir sur l'asthme, tu vas l'avoir sur les cancers, enfin certaines formes de cancers, en particulier, les cancers associés, au tabac. Tu vas l'avoir sur, je sais pas, enfin vraiment, tu as quasiment toutes les maladies avec variant social. Et donc si tu veux, ça a été pour moi un peu la partie que j'ai beaucoup travaillé, sur laquelle j'ai eu beaucoup d'attention, ça a été, cette partie inégalité sociale. Donc j'ai fait, mon premier article finalement sur, finalement justement ce que je décrivais avant, c'est-à-dire en quoi est-ce que le gradient social de santé va influencer la probabilité, de développer, une lombalgie chronique, mais réfractaire à tous les traitements. Ensuite, j'ai fait un autre article sur la situation professionnelle parce que c'est une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on avait, 80 ou 73, je sais plus, enfin bref, entre 70, 73, et 80 des personnes qui étaient en âge de travailler, qui étaient sans activité professionnelle. C'est énorme, hein, ça veut dire que tu as enfin, faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire d'être sans activité professionnelle. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, et je le dis toujours, tu as une pension d'invalidité auquel cas tu as 50 de ton salaire d'avant. C'est pas grand-chose, surtout quand tu viens des catégories sociales populaires. Tu peux presque, dans le deuxième meilleur des cas, avoir une allocation adulte handicapé, mais à l'époque, c'était, 900 ou 950 € par mois, donc franchement, pour vivre avec, c'est compliqué. Et puis, dans les pires des cas, mais qui en fait étaient pas si rares que ça, tu avais carrément des patients qui avaient fait aucune démarche sociale, hein. Donc qui se retrouvaient avec strictement rien pour vivre, hein. Et je trouvais ça fou parce qu'en fait, bah, sur ces patients-là, bah, ils étaient pas orientés vers les travailleurs sociaux. Il y avait rien qui était mis en place pour leur favoriser, si ce n'est une reprise de travail, au moins, qu'ils aient un revenu. La reprise de travail, elle était compliquée parce que quand tu as pas fait d'études, et que ton corps, c'est ton moyen de subsistance, hein, et c'est le cas, je parlais de mon expérience à l'usine, hein, mais c'est pas ton esprit ton moyen de subsistance, c'est ton corps, hein. Donc quand tu peux plus l'utiliser, bah, comment tu fais? Ben en fait, il y avait pas grand-chose qui était fait. Et pour moi, c'était assez saisissant parce que tu avais une population qui était très marquée par, anxiété-dépression, hein, je peux le comprendre. Mais, typiquement la réponse, de l'institution, et qui est une réponse qu'on retrouve de partout, c'est: «Tu es anxieux-dépressif? Bah, va voir un psychologue, ça ira mieux». Et puis en fait, tu te retrouves avec des patients qui, typiquement, le psychologue pour eux, c'est: «Je suis fou». Donc ils veulent pas aller voir le psychologue, ils sont réfractaires, tu vois? Et parce que ça fait pas partie de leur culture, mais on leur impose. Mais par contre, tu vois, c'est pas, «Tu es dépressif parce que tu vis avec 900 balles par mois». C'est: «Tu es dépressif, donc va voir un psychologue». Et si tu veux, c'était un peu ce truc de: «Ah ouais, d'accord, on traite le symptôme, on traite pas du tout la cause». Et ce qui, pour moi, témoignait d'un système qui fonctionne pas très bien. C'est un système qui est peut-être analyse. Ouais, à deux vitesses, entre soigner et guérir, le principe, tu là, tu soigner ce que tu es guéri. Tu as exactement ça, puis tu as un autre niveau. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est un mode de réflexion de soins de catégorie sociale supérieure, donc typiquement toi, moi, les médecins, mais qui ne s'adapte pas du tout finalement aux personnes les plus vulnérables, parce que c'est en dehors de leur présentation, et finalement, tu en arrives presque pas à précariser, mais c'est un peu ça, c'est à exacerber finalement ce mécanisme-là, alors que en réalité, c'est sûr qu'ils le font avec une bonne volonté, mais c'est maladroit. Donc j'ai eu, cet aspect, professionnel, qui m'a beaucoup intéressé, puis, et un petit peu à côté, même si j'ai jamais réussi à le publier, l'impact du genre, parce que, bah, finalement, on se rendait compte que sur la prise en charge de la douleur, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'était complètement différent, hein. Les femmes, elles sont hystériques, alors elles disent plus hystériques, elles disent, histrioniques. Les femmes ont des personnalités séductrices, surtout sur des formes de douleur sur lesquelles tu as aucune possibilité de prouver l'existence biologique. Et donc du coup, les femmes sont, beaucoup plus traitées par antidépresseurs, là où les hommes, bah, ouais, c'est des bonhommes, tu vois? Donc s'ils ont mal, c'est qu'ils ont vraiment mal. Et à côté aussi, quand même, ce que j'aime bien me dire, c'est que peut-être que la dimension psychologique est trop prise en compte chez les femmes, mais elle est aussi mal prise en compte chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes, c'est forcément physique, il y a pas de prise en charge, psycho derrière, il y a pas d'antidépresseurs. Donc voilà, la dimension genrée m'a beaucoup intéressé pour ces aspects-là. Et puis sur un autre aspect, c'est que j'ai fait tout un chapitre de ma thèse sur, la relation de couple. Parce que en fait, bah, il est apparu quand même que, bah, qui c'est qui prend soin des gens? Bah, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Et je le voyais assez bien en entretien, puis après tu le vois sur les stats, mais quand dans un couple, tu as, la femme qui est atteinte d'une maladie chronique, bah, l'homme il se barre. Enfin, il y a des gradients, c'est des probabilités, et cetera, mais il y a une étude comme ça qui montre que les femmes atteintes de cancer, ont 6 fois plus de chances de divorcer, que quand c'est les hommes, tu vois? Donc vraiment la partie femme.
Puis, avec ce fait que les rapports genrés, donc notamment la répartition des tâches au sein de l'écosystème, donc qui va faire à manger, qui va s'occuper des enfants, c'est très exacerbé en fonction de la catégorie sociale dans laquelle tu es. Donc c'est une très, très grosse division genrée dans les catégories sociales populaires, ça l'est beaucoup moins dans les catégories sociales supérieures et qu'en fait, tu avais quand même des situations d'entretien où tu te retrouves à faire des entretiens et tu vois que la femme, en fait, c'est elle est bonne à faire le ménage, la popote et des enfants. Et des situations qui sont, enfin, franchement, qui sont, ouais, assez compliquées, en fait. Donc ça m'a vraiment intéressé ces rapports de genre, dedans, donc je continue un petit peu à travailler dedans et voilà sur les thématiques intéressantes et puis donc ta question initiale qui portait sur l'expérience patient, ah bah, tout ça, le lien, c'est que c'est de l'expérience patient puisque moi j'ai interrogé des patients dans le cadre de ma thèse. J'ai interrogé, un peu plus de 50 patients. J'ai fait, de très nombreuses observations en consultation. J'ai fait du traitement stat, hein, et en fait, moi, l'accès à ces données-là, bah, c'est uniquement en travaillant sur l'expérience patient à propos des patients. C'est tout ça le lien avec l'expérience patient. Et pour faire un pas de côté, parce que ça nourrit plein de questions et pour revenir un peu en arrière, quelle est ta vision et ton analyse sur, le monde de la santé aujourd'hui en France? C'est compliqué. Ça dépend de quels aspects tu parles parce que, typiquement sur la dimension sociale, qui est peut-être plus le cœur du sujet, je dirais que c'est compliqué parce que la dimension sociale, c'est une dimension qui est, complètement mise de côté aujourd'hui. On est dans un système, je ne fais pas de politique, dans un système qui est individualiste, dans un système qui est capitaliste. On croit au mythe du self-made et j'aimerais vous inspirer en disant que mon histoire elle est exceptionnelle, mais elle ne l'est pas. Donc on a tout ça, donc on n'accepte pas derrière qu'en fait il puisse y avoir des facteurs qui font que ça va freiner. Et ça, typiquement, dans le système de santé, on a beaucoup de mal à accepter le fait qu'il y ait des personnes qui soient plus vulnérables parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des catégories sociales populaires, parce qu'elles n'ont pas eu la même chance avec leurs parents derrière et qu'en fait, la situation de santé dans laquelle elles ne sont pas tout à fait responsables. Alors, ça pose la question de la responsabilité, mais enfin, en tout cas, il y a une responsabilité qui est partagée avec les autorités de santé. Et typiquement, moi, une des grosses problématiques que je vois aujourd'hui, c'est que le système de santé n'accepte pas cette vision un petit peu sociologique. Et ça, c'est qu'un exemple parce que tu vois, il y a un autre aspect sur lequel moi je suis assez investi, c'est les aspects de méthodologie. On est dans un système de santé qui ne croit que aux valeurs biomédicales. Et ça pose des vrais problèmes sur l'évaluation des médicaments, ça pose des vrais problèmes sur plein de choses. Et typiquement, tu vois, avec ce système-là, donc, qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est la médecine fondée sur les preuves. On a une hiérarchie des preuves avec tout en haut les méta-analyses. Donc, on va lire plein d'articles en même temps, on va compiler les statistiques, etc., etc. Pour avoir les études randomisées en double aveugle. Donc, tu prends une étude clinique, tu fais 2 bras, donc une population avec le traitement, une population sans le traitement. Et puis, tu fais un placebo, c'est-à-dire un faux médicament. Tu fais du double aveugle, c'est-à-dire que les patients, ils savent pas ce qu'ils ont, et puis les soignants, ils savent pas ce qu'ils ont. Tu vois, c'est le top de la pratique de l'évaluation médicale. Et ça, c'est un top de la pratique, en fait, qui a vraiment des limites, si tu veux. C'est un modèle qui fonctionne très, très bien pour le marché du médicament. C'est ça, pour le coup, j'ai aucun souci à le dire, hein. Pour le médicament, c'est super bien. Par contre, c'est un modèle qui fonctionne pas du tout pour le dispositif médical et qui fonctionne pas du tout pour plein d'autres choses à côté. Et typiquement, en fait, tu arrives sur des réflexions qui sont, enfin, les gens qui nous écouteront, on est vraiment à ce niveau-là. C'est que, par exemple, tu vois, selon ces standards de l'evidence-based medicine aujourd'hui, tu as aucune preuve solide, hein, vraiment solide, de haut niveau de l'efficacité de l'activité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis le régulateur, si je suis l'autorité de santé, je peux pas dire que l'activité physique est vraiment bonne pour la santé. Avec un haut niveau de preuve qui permettrait notamment son remboursement. C'est pour ça que l'activité physique, elle est pas remboursée, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de fournir ça. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu vois, il faudrait que tu fasses une étude. Alors déjà, tu peux pas faire du double aveugle puisque tu sais forcément si tu fais de l'activité physique, si tu en fais pas. Donc déjà, ça pose un problème, puis parce qu'il faudrait le suivre sur très, très longtemps. Il faudrait que tout le monde fasse exactement le même programme d'activité physique, ce qui est strictement impossible. Et puis même si tu arrivais à faire ça, bah, on va dire, «Ouais, OK, l'activité physique, c'est bien, ça te permet de diminuer ta tension artérielle». OK, bah, prends un antihypertensaire, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace. L'activité physique, c'est bien, ça te permet de réduire ta glycémie, donc ton taux de sucre dans le sang. Bah, c'est bien, bah, prends un médicament antidiabétique, prends de l'insuline, tu verras, c'est encore plus efficace. Donc si tu veux, là, c'est un deuxième aspect de ce qui me manque pour moi aujourd'hui, c'est plutôt justement, une réflexion méthodologique sur les conditions de création de la connaissance et notamment justement de ce qui est l'évaluation. Et ça, en vrai, c'est un gros problème parce que finalement, tu vois, c'est aussi pour ça que les approches, un petit peu, sociologiques et psychologiques et même en massokinésithérapie, hein, bah, sont un peu mises de côté parce que le régulateur, il s'attaque que sur un modèle qui est pensé pour le médicament et ça crée des situations qui sont vraiment aberrantes. Donc tu vois, c'est 2 problèmes très différents, mais ça fait partie des problèmes que j'identifie moi à titre perso, quoi. Et justement, par rapport à des spécificités plus précises, tu t'occupes du Diabète Lab, tu en es responsable à la Fédération française des diabétiques. Pour parler de cette, pathologie, cette problématique-là, quel est ton retour là-dessus et quelle analyse tu en as fait?
Oui, bah, ça a été, donc j'en suis parti du diabète là, bah, j'ai eu le temps d'avoir 3 vies en post-thèse. Ça a été hyper intéressant parce que moi je suis sorti du système hospitalier, où je côtoyais que des médecins et une équipe qui était au top du top de la recherche clinique où j'ai vraiment énormément appris. Je suis arrivé dans le monde associatif et ça a été quand même un gros choc. Alors, un gros choc, en positif aussi parce qu'en fait, la Fédération française des diabétiques, s'est dit: «Bah, tiens, on est souvent sollicité notamment par l'industrie pharma pour faire des recherches, mais c'est jamais sur les sujets qui nous intéressent, on peut jamais construire le questionnaire, on n'a pas toujours de retour, on donne de l'argent aux sociétés savantes, mais on n'a pas les retours non plus, donc réapproprions-nous cette capacité-là». Et donc, bah, ça a été déjà une excellente surprise, c'est-à-dire la capacité d'une association à se réapproprier les enjeux et notamment à orienter la recherche vers une partie qui les intéresse, c'est-à-dire, bah, finalement, qu'est-ce qui compte pour un patient? Est-ce que c'est le développement d'un nouveau traitement, qui arrivera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou est-ce que ce qui compte, c'est de régler les problématiques, qu'ont, les gens au quotidien? Bah, la réponse, elle est assez simple, hein, c'est la 2, c'est pas la 1, hein. Et donc, déjà ça a été une super bonne surprise. Après, j'ai vu un écosystème qui était quand même hyper intéressant puisque, bah, moi, j'ai énormément travaillé avec l'industrie pharmaceutique, quasiment, d'ailleurs quasiment qu'avec l'industrie pharma. J'ai découvert le fonctionnement associatif, qui est pas facile. Qui est pas facile parce qu'en fait, alors sur le diabète, il y a une fédération, donc il y a pas trop de soucis. Et en fait, quand tu découvres que quasiment sur chaque pathologie, tu as au moins 2 ou 3 associations et toutes les associations sont opposées les unes aux autres, parce que finalement ce sont des concurrents. Donc, tu arrives quand même dans un système concurrentiel qui est, franchement qui est aussi, très politisé, ce qui peut poser des difficultés d'articulation avec la recherche, hein, parce que pour moi la recherche justement n'est pas politique. Tu peux faire de la recherche appliquée, il y a pas de souci, mais la recherche, n'est pas politique. J'ai des convictions politiques, mais quand je fais de la recherche, je m'enlève ces convictions politiques, je les reprends si on me le demande. S Ça, j'ai pas eu de problème avec la fédération, mais j'ai eu, plus ces difficultés-là en voyant le système dans lequel j'évoluais. Puis après, moi, la fédération, ça m'a permis d'avoir, bah, franchement, je vais me dire comme ça aussi, c'est une bonne place. C'est-à-dire que, bah, tu as la légitimité de l'association derrière. J'ai été invité à quasiment, tous les congrès, enfin, c'était un vrai booster pour moi. Ça a été passionnant parce que j'ai rencontré des gens qui étaient absolument formidables. Je peux citer aussi, mais Jean-François Thébault, hein, qui est un ancien cardiologue, qui est vice-président, en charge du plaidoyer, qui a une, connaissance des institutions. Enfin franchement et lui pour le coup, il est aussi inspirant, hein. Enfin quand tu là, il a plus de 70 ans aujourd'hui, mais quand tu l'écoutes, c'est assez impressionnant quoi, donc très belle rencontre. Des collègues aussi qui sont vachement chouettes parce que, bah, finalement tu te rends compte que le secteur associatif, c'est un secteur qui paye pas très bien et bah, donc les gens qui travaillent dedans, c'est des gens qui le font parce qu'il y a un vrai engagement derrière, donc quelques perles. Après c'est comme toutes les structures, hein, il y a pas toujours des perles, hein, il y a aussi des gens qui sont à la ramasse. Mais donc ça très positif et puis surtout un intérêt à travailler sur des aspects qui pour moi étaient, hyper importants. Donc la dimension de la qualité de vie, donc la vie avec la maladie, que j'ai pu travailler en long, en large et en travers et puis surtout en apportant les compétences de la recherche clinique développée à l'hôpital dans le segment associatif, avec une généralisation du quanti. La partie, parcours de soins qui est aussi extrêmement importante sur l'optimisation, mes côtés, patients et puis, une partie que j'ai beaucoup aimée, là j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans une période de grand boom technologique dans la prise en charge du diabète sur les dispositifs médicaux. C'est-à-dire la vie des patients avec, bah, notamment les pompes à insuline, les stylos à insuline, un petit peu tout le quotidien, quoi. Et pour anecdote, ce qui était très marrant aussi parce que ça a été un peu ma deuxième spécialisation après, c'est donc je suis dans l'expérience patient, il y a plein de dimensions, mais il y a 2 mots qui sont très à la mode en ce moment, c'est les PROMS et les PREMS, c'est-à-dire les Patient Reported Outcomes et les Patient Reported Experience, mesures. Et pour le dire simplement, en fait, c'est hyper intéressant, c'est que les PROM, donc c'est les résultats des soins qui sont rapportés par les patients. Et donc typiquement, tu vas faire, un projet de recherche, tu vas demander aux gens, enfin tu vas avoir ton projet de recherche et puis tu vas par exemple avoir sur ton projet de recherche, un objectif qui va être strictement biologique, c'est-à-dire, typiquement, est-ce que le médicament, il permet, je ne sais pas de diminuer, voilà. Je saurais pas quoi te dire comme exemple pour ta glycémie. Ça c'est un élément, tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle un résultat vraiment médical. Et puis après, tu vas avoir les PROM, donc en fait, tu vas dire aux gens: «Mais OK, est-ce que la glycémie, c'est important pour toi? Pas forcément. Par contre, est-ce que ce médicament, il va te permettre, de pouvoir être plus libre quand tu vas manger? Est-ce que ce médicament, il va te permettre de pouvoir faire de l'activité physique plus facilement?» Parce que quand tu prends des antidiabétiques, tu peux faire des, j'ai perdu le mot, hypoglycémie, donc ça peut te restreindre dans l'activité physique et cetera et cetera. Donc en fait, tu vois, tu changes la focale. C'est-à-dire que tu vas avoir une focale qui est vraiment orientée biomédicale et puis après tu vas avoir une focale qui est vraiment orientée patient. Donc ça, c'est les PROM et les PREM, c'est à peu près la même chose, mais sur l'expérience relative au parcours de soins. Combien de temps tu as attendu? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le professionnel était à l'écoute? Et sur les PROM, tu vois, je suis arrivé dans l'écosystème du diabète et puis, je me souviens, justement, Jean-François qui me dit: «Bah, tu connais les PROM, les PREM?» Je dis: «Bah,
je regarde pendant l'entretien à côté sur Google, tu vois? Je suis: «Ouais, OK», mais je voyais pas trop en quoi c'était exceptionnel, hein. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en ayant travaillé sur la douleur chronique, et ben, en fait, comme on n'a pas d'indicateur biologique de la douleur, on se repose uniquement sur la parole des patients. Entre 0 et 10, à combien tu as mal? Et ben, ça, c'est un problème. Et en fait, moi, j'ai été biberonné, en fait, finalement, à l'importance de la parole rapportée par le patient en ayant travaillé sur la douleur. Et tu vois, c'est assez marquant parce que ça m'a permis de faire la jonction entre 2 univers. Et je dis toujours, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, tu vois? Je savais pas que je faisais de la prose. Je savais pas que j'étais expert en prom ou en expérience patient, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, dans un autre milieu, ça ne l'était pas du tout. Donc voilà ce que je dirais, de mon expérience à la Fédé, un peu rapidement. Et aujourd'hui, tu accompagnes, notamment les masseurs kinésithérapeutes à travers l'Institut des formations, pour les accompagner sur, la prise en charge des patients là aussi. Est-ce que tu peux expliquer, parce que tu as une société, qui fait aussi ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, la démarche là-dessus? Ouais, bah, c'est que pour moi, je suis un universitaire frustré pour plein de raisons, mais j'ai toujours trouvé que l'enseignement, c'était important. Et j'ai trouvé, dans les masseurs kinésithérapeutes, un vrai, ouais, des vrais copains. Déjà parce que j'avais un co-doctorant qui était biomécanicien, comme Kevin que tu as reçu et qui était kiné aussi à côté, qui m'a très bien intégré. Puis aussi parce que les kinés, comme je disais tout à l'heure, tu vois, ils sont dans une situation qui est un peu compliquée, c'est qu'avec les standards d'évaluation actuels, on peut pas prouver que les kinés, c'est bon pour la santé, selon un haut niveau de preuve, hein. Et donc du coup, tu as un peu un schisme, donc une séparation qui se fait sur les orientations entre les kinés. Tu as les kinés qui veulent vraiment partir sur la biomécanique très dure, donc faire de la modélisation et cetera, des maths. Puis il y a les kinés qui partent vraiment sur, le côté psychologique, un petit peu social. Et donc finalement, tu vois, dans les professionnels de santé ouais, dans les professionnels de santé, ouais, je vais juste dire de santé, excusez-moi. Bah, c'est, un peut-être la spécialité que je trouve la plus ouverte aux sciences humaines et sociales. Et donc comme finalement j'ai eu les contacts à l'intérieur, bah, j'ai fait beaucoup de congrès pour les kinés et puis là, je fais surtout de l'enseignement sur la méthodologie parce que pour moi la méthodologie, c'est super important. Donc sur l'introduction, vision sociologique et puis sur les méthodes qualitatives et puis les aussi les méthodes de création de questionnaires quand tu fais une enquête. Voilà, puis je continue cette activité. Là, je vais bientôt faire un cours en Suisse normalement. Je suis très content d'aller en Suisse. Et concrètement, pour les non-initiés qui sont pas kinés, ça consiste en quoi et quel peut être le bénéfice, quand on est patient, de ce type d'approche? Le bénéfice de ce type d'approche, ça c'est encore une question compliquée ça. Bah, en fait, le bénéfice direct, il est relatif parce que moi, j'interviens dans le cadre de formation à la recherche, sachant qu'il y a pas tant de kinés finalement qui font de la recherche, plus tard. Donc c'est relatif. Par contre, c'est peut-être déjà leur fournir des outils pour positionner un petit peu et se poser des questions sur leur pratique, hein. Typiquement, bah, ils ont des cadres d'introduction à la recherche. Bah, par exemple, l'année dernière, j'ai fait faire un devoir aux étudiants de troisième année que je trouvais assez intéressant. C'était d'interroger un kiné, parce qu'ils ont pas le droit d'interroger des patients, mais d'interroger un kiné pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon masseur kinésithérapeute. Et donc finalement de se rendre compte que ce qui pouvait, leur être retourné comme étant un bon masseur kinésithérapeute, bah, ça dépendait de plein d'éléments qui étaient pas seulement, la compétence des pathologies, la compétence des meilleurs mouvements, mais qu'il pouvait y avoir aussi une compétence relationnelle avec les patients. C'est, finalement aussi une profession qui est quand même très orientée biomédicale et recherche. Et puis leur dire: «Bah, en fait, vous verrez, les réactions que vous allez avoir avec les patients, bah, il faut que vous vous décentriez un petit peu. Si tu as un patient qui a pas fait les exercices que tu lui as demandé, c'est pas bien, on peut être d'accord sur le fait que ça soit pas bien, mais en fait, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il les a pas fait. Ah, peut-être parce qu'il a peur et que la peur, elle est associée à des difficultés de mobilité, parce que chez lui, c'est pas bien aménagé, parce qu'il est dans un environnement qui le favorise pas». C'est plein de petites réflexions comme ça, mais qui sont plus des réflexions à la croisée de la sociologie et de la philosophie qui permettent un petit peu de percevoir le monde, différemment. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Puis après, c'est vrai que quand je fais des interventions au congrès, je leur donne des approches qui sont un peu différentes. Typiquement là, je sais pas, pour des exemples, je leur disais j'ai repris leur fiche bilan et puis j'ai essayé de voir la dimension, sociale qu'il pouvait y avoir sur la fiche bilan. Sachant que le but c'est pas de rajouter des questions, c'est à partir des questions que tu as d'être capable de les analyser, différemment. Et tu vois, il y a des trucs qui sont assez drôles. Par exemple, bah, finalement, le nom et le prénom, ça te dit, énormément de choses d'une personne. Alors bon, le nom va te donner une origine géographique, va souvent te donner une origine aussi familiale et donc potentiellement culturelle. Moi, Naïtich, c'est, juif ashkénaze, donc c'est l'Europe de l'Est, donc tu peux y voir quelque chose. Bon, après, je suis issu d'immigration troisième génération, comme tous les Russes de cette époque-là, hein. Mais typiquement, donc tu vois, tu peux faire matcher des perceptions culturelles avec un nom mais le plus marrant, c'est peut-être le prénom. Parce que finalement, le prénom, bah, c'est un vrai marqueur social, tu vois? Il y a un site que j'aime bien, c'est, Baptiste Coulmont, qui est fait sur,
la note au bac, la mention au bac en fonction du prénom. Et bien sûr, les Kevin, les Brian, les Jason, bah, c'est ceux qui ont pas de mention, tu vois? Et puis, les Rodolphe, les, Jean-Eudes et les machins, bah, c'est ceux qui ont des mentions. Et donc en fait, le prénom, il te donne vraiment une indication sur ton origine sociale. Et ça donne aussi une indication sur l'année à laquelle tu es né parce que ça évolue, tu vois? Mais donc tu vois, typiquement, le prénom, bah, ça te permet d'avoir cette appréhension. La posture, je leur disais, bah, vous pouvez voir la posture comme étant une problématique biomécanique de position et cetera et ce qui est vrai, hein, c'est tout à fait ça. Mais en fait, bah, quand tu regardes, bah, je sais pas, ceux qui voient les vidéos à monsieur je crois que c'est Monsieur Poff là, le petit jeune là, qui est toujours tapé avec des grands mots. «Oui, moi je parle comme ça, machin bidule». Bah, il se tient, il est toujours très, très droit, tu vois? C'est vraiment, il se porte bien et puis à côté de ça, tu prends, les gens qui je que les images que j'avais pris, mais tu prends les gens des banlieues, typiquement dans l'arène, ils sont comme ça, tu vois? Les épaules en avant et donc finalement que la posture de ton corps, bah, elle est complètement dépendante du contexte dans lequel tu es. Donc vouloir régler une problématique de posture si tu tiens pas compte du contexte, bah, en fait, ça marche pas parce que si tu essaies de faire qu'un mec qui vient de la banlieue se tienne comme un mec qui habite dans le 16e arrondissement, ça matchera jamais avec ses objectifs, en fait, donc ça, c'est pas possible. Puis voilà, tu peux avoir plein de petites réflexions comme ça, des réflexions, oui, sur les prothèses, ça c'est une réflexion que j'aime beaucoup. Les prothèses médicales qu'on met sont des prothèses qui sont calibrées pour les patients caucasiens. Et donc de dire: «Bah oui, mais le standard caucasien, bah, en fait, c'est pas le standard de la population». Donc si vous prenez en charge des personnes qui viennent d'autres origines culturelles, vous allez avoir des différences, mais des différences corporelles, mais que vous avez jamais apprises à l'école parce qu'on a considéré que le standard caucasien était toujours celui-là. Plus les différences sur le rapport à la santé et cetera et cetera. Donc ça voilà, c'est des exemples de ce que je fais, en sensibilisation pour les kinés. Et toi, de par ton parcours et tes expériences, quel est le meilleur conseil ou les meilleurs conseils que tu as reçus, jusqu'à présent dans ta vie? Ah dans ma vie complète? Je sais pas, moi je peux te dire le meilleur conseil que j'ai eu pour, ma création d'entreprise, c'est prends un comptable, chose à laquelle je n'aurais absolument jamais pensé. Non, j'aurais dû y réfléchir un petit peu, j'ai pas forcément un conseil, par contre j'ai, une maxime qui avait été analysée par un de mes profs de philo, quand j'étais en première année de philo, qui me suit quand même, pas mal depuis le début, c'est, «Qui peut le plus peut le moins». Alors en fait, elle est intéressante cette maxime parce que en fait, toujours on pense que, quand on l'analyse, c'est, la personne qui peut faire le plus, elle peut aussi faire le moins. Mais c'est souvent comme ça qu'on l'entend et lui il disait: «Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est quand vous avez un haut niveau d'exigence, vous pouvez pas dégrader votre niveau d'exigence et vous avez un niveau de progression qui est plus faible». Et donc en fait, c'est les personnes qui peuvent le plus qui peuvent en réalité le moins faire. Et ça, bah, ça m'a beaucoup marqué en fait parce que, et je pense que c'est un aspect qui est peut-être le plus compliqué quand tu fais un doctorat et que tu es très ancré sur le côté universitaire et que tu es très minutieux et que tu as du temps pour aller, presque sur l'œuvre de ta vie, bah, de dire: «Je vais dégrader, mon analyse», bah, c'est vachement compliqué en fait. Et donc d'avoir un petit peu cette réflexion sur, cette maxime, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne vraiment beaucoup aujourd'hui. Et quelles sont tes aspirations à venir, ce sur quoi tu tends aujourd'hui ou tes prochains, projets, ou envies? Et bah, pour le coup, donc moi j'ai monté, ma boîte, il y a pas longtemps, à la suite d'un parcours tumultueux. Bah, les projets, c'est de développer, ma boîte, évidemment, mais ça va pour le moment, ça marche bien et je tends vers développer cette activité. Alors du coup, je fais de l'accompagnement sur des projets de recherche quali-quanti pour les associations de patients. Évidemment, j'aimerais que ça roule, mais surtout, ce que j'aimerais encore plus, c'est que ça roule sans moi. C'est-à-dire de vraiment permettre aux associations de structurer, et puis surtout de se réapproprier les capacités de recherche de façon à ce que, le travail qu'ils réalisent soit pas parfait, mais le plus parfait possible de façon à ce que, finalement les revendications des patients et je le dis dans le bon sens du terme pour revendications, soient vraiment bien prises en considération par les médecins et puis peut-être plus encore par les autorités de santé. Donc ça, c'est mon objectif, de long terme. Bah, après, il y a des objectifs de court terme, hein. Déjà finir les projets sur lesquels je suis, c'est pas mal. Et tu as réussi à monter une boîte, à traverser, tous les périples des joies administratives et notamment, tu parlais de l'INPI, en off, où tu as eu, ce parcours-là aussi et ces difficultés-là. À l'enfer absolu. J'ai eu un bon conseil hein, et moi, je vais vous en donner un très bon. Le bon conseil, c'est le comptable et puis le 2e conseil que j'ai à donner, c'est, entourez-vous. Parce que vraiment, tu vois, j'avais bien aimé le podcast de Kevin. Je te le disais aussi en off que, le doctorat, c'est vachement bien quand tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu apprends à bosser tout seul et tu apprends à te réapproprier les méthodologies et donc, là, aujourd'hui, en tant que sociologue, je suis expert en sociologie, mais je peux être expert en si tu me donnes un peu de temps en comptabilité, en communication, machin, je suis en fait très polyvalent. Je pense qu'avec le doctorat, tu acquiers une très, très forte polyvalence, hein, mais surtout, en fait,
faut que tu sois entouré et ce que j'apprends le mieux, c'est ça, tu vois? Donc typiquement, on m'a dit: «Bah, pour un comptable», bah, j'ai regardé dans mes contacts, ah bah oui, j'ai un grand cousin qui est comptable, allez, on va lui demander des conseils. Ah puis, j'ai une problématique qui était juridique. Ah bah, j'ai un très bon copain qui est juriste. Ah bah, tiens, on va aller prendre des conseils avec lui. Donc vraiment de bien s'entourer, ça a tout changé. Et donc tu vois, j'ai été très bien entouré pour la création de ma boîte. Mais alors, mais quel enfer avec une pie, quoi. Alors s'il y a quelqu'un du gouvernement qui nous écoute, mais c'est pas possible, en fait. On fait croire que tout est facilité pour la création d'entreprise. Alors certainement pour l'auto-entreprise, mais pas pour les, sociétés à responsabilité limitée, SAS et toute autre forme, en entité juridique. Parce que, enfin, pour l'histoire, j'ai plus tout en tête, mais donc c'est mon ami juriste qui m'accompagne pour faire ça. Heureusement parce que là, à ce moment-là, j'y comprenais pas grand-chose. On fait un premier dépôt, on me met en société d'exercice, libérale à responsabilité limitée unipersonnelle. Donc ce qui fait c'est l'ARLU. Sachant que je suis sociologue, donc j'ai une activité libérale, ce qui est pertinent puisque je suis vraiment un libéral. Et puis on fait la déposition et puis l'INPI dit: «Bah non, vous êtes sociologue, ce n'est pas une profession réglementée, vous ne pouvez pas être en profession libérale». Et oui d'accord, bah, c'est pas ce qui est mis dans les textes. Oui, mais en fait, tu apprends que c'est pas un juriste qui le prend. Bon, de toute façon, je vais pas passer 6 mois à négocier. Tac, tac, tac. Et donc ensuite, société à responsabilité limitée, on oublie de cocher la case, unipersonnelle et donc du coup, bah, je dis que je suis gérant, que je suis seul salarié. Puis je reçois un message des greffes qui sont pas en lien avec l'INPI qui disent: «Vous n'avez pas coché la case, veuillez cocher la case». Puis tu cherches la case. Puis en fait, la case, elle n'existe pas. Donc tu recommences. Et puis bien sûr, à chaque étape, tu repayes, tu vois, parce que ça serait pas drôle autrement. Jusqu'à ce que tu arrives à la dernière étape où là, c'est bon, il y a bien le SARLU. Puis ton dernier message, c'est: vous n'avez pas déposé le dossier, enfin le fichier dans le bon onglet. Là, tu fais: non, mais là, c'est pas possible, quoi. Et là, et en fait, que des trucs comme ça, où t'en ris, t'en ris. Mais là, tu vois, dernière anecdote, hier, donc j'ai déménagé, j'ai fait mon changement de domiciliation. Tu payes, 130 ou 150 € pour, dire que tu déménages tes locaux. Tu payes 150 €, enfin, pour dire que tu réemménages tes locaux. Tu payes 150 € pour faire l'inscription qui notifie que tu as emménagé et déménagé. Donc déjà, tu te dis: «Bon, j'ai dépensé 450 balles de formalités administratives alors que j'ai changé d'adresse». On te dit: «Ah oui, mais, vous n'avez pas mis la liste de vos précédentes adresses». Oui, mais si vous voulez, ça fait 6 mois, donc entre temps, j'ai pas déménagé 5 fois. Mais donc tu leur fournis, tu repayes pour fournir. Et puis là, ils ont fait un truc que je trouve absolument exceptionnel, sachant que j'ai bougé de 5 kilomètres et qu'ils ont réussi à m'envoyer le dossier à l'ancienne adresse, avec la nouvelle adresse. Et c'est caricatural quand même, hein. Ah, L'URSSAF, les choses administratives françaises. mais c'est exceptionnel. Mais en plus, quand tu es au téléphone avec les opérateurs, ils disent: «Mais c'est pas possible en fait, parce que tu as une réforme de l'INPI qui a pas été bien pensée». Et d'ailleurs, je sais pas si les auditeurs y connaissent, mais l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Mais à quel moment on s'est dit que la création d'entreprise dépendait de la propriété intellectuelle? C'est ça reste c'est une heureusement, on n'a pas tous besoin de passer, par l'INPI, mais effectivement, j'ai dû, passer par l'INPI pour du dépôt de marque notamment et ça rajoute une strate supplémentaire à toutes les autres et c'est sûr que l'ensemble est fastidieux et le temps que l'on passe là-dessus, on ne le passe pas ailleurs à faire notre valeur ajoutée, comme tu le dirais. Et toi, j'ai 2-3 questions pour terminer. Déjà, la première, c'est comment tu définirais ta philosophie de vie aujourd'hui? C'est dur. Je me définis comme protestant. Parce que ouais, non, c'est en référence à, bien sûr, à un ouvrage fondateur de la sociologie qui est «L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme», qui est en gros, alors je le connais pas par cœur et je l'effleure à peine, mais que je trouve assez intéressant, c'est de dire: mais à partir de quel moment des gens se sont dit que le travail était une finalité dans la vie? À partir du moment où il y a pu y avoir une religion qui a fait croire que, vous étiez élu de Dieu si vous aviez réussi dans votre vie, qui était pas le cas avant, en fait. Et finalement, la société capitaliste au sens de travailleurs qui sont acharnés, elle est née grâce à ça. Et j'aime à dire que ma philosophie de vie, elle est un petit peu protestante et parce que j'en ris aussi un petit peu. Elle est un petit peu protestante parce que, bah, pour moi, le travail est vraiment important. Mais bon, après, en sachant que le travail, c'est aussi une passion dans mon cas, donc c'est un peu compliqué. Donc ma philosophie de vie est assez protestante. Après, j'ai mes à côté, hein, j'aime toujours la techno, j'aime le montage vidéo, j'aime tout ça, hein, mais je travaille quand même vraiment beaucoup. Et hem et la l'une des dernières questions, que je voulais te poser, c'est quelle est ta perspective et qu'est-ce que tu souhaiterais faire ces prochaines années, notamment? Si tu pouvais rêver grand au point que tu savais que tu ne pourrais pas échouer, ce serait quoi? Ah bah, ça encore une question compliquée. Hem Bah, je sais pas en fait parce que, tu vois, typiquement, tu peux te dire, quel est le modèle de toute boîte qui se construit? C'est d'avoir des salariés et puis en plus, c'est un modèle économique où tu marches sur tes salariés, patati patata, tu vois? Donc en termes de développement d'entreprise, puis tu prends des stores et puis tu permets d'infuser ta pensée à plus de partenaires. Donc j'aurais envie de te dire, si je devais rêver grand, peut-être que j'aimerais bien que la vision sociologique, elle se développe et en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie de ça, tu vois? C'est-à-dire que,
Moi, j'aime bien la personnalisation dans l'accompagnement. J'aime pas trop le modèle du consultant senior que tu vois une fois et puis après du consultant junior qui reprend la mission. C'est pas trop mon truc. Donc, tu vois, je suis même pas sûr, ça serait vers ça que j'ai envie d'aller et en même temps, peut-être que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Par contre, peut-être un truc qui me ferait plus plaisir, c'est de ouais, si, ça serait vraiment ça, c'est de créer une école de sociologie clinique, au sens où, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé mon passage, au CHU de Poitiers dans une équipe de recherche clinique. J'ai appris énormément en méthodologie. Enfin, ça a été, pour moi et de 4 années qui étaient exceptionnelles et je trouve que toute la rigueur qu'il y a dans la recherche clinique, c'est un petit peu ce qui manque sur le côté sociologique et j'aimerais bien vraiment réussir à redynamiser la sociologie, mais sur un plan, vraiment, méthodologique et que ça soit irréprochable au niveau de la méthodologie et faire une école comme ça, c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Voilà, ce serait peut-être plutôt ça, voilà. Très bien. Grâce à toi, j'arrive à le formuler. Mais ce sera pas grâce à moi que tu y arrives, ce sera uniquement grâce à toi. En tous les cas, merci, merci pour ces échanges. Est-ce qu'il y a un dernier sujet sur lequel tu voulais aborder, comme on arrive à la fin de cette interview, où on a été assez, vaste, assez large et assez ouvert dans les propos? Si, peut-être un point parce que je fréquente de plus en plus du coup, d'entrepreneurs individuels et c'est très cool. Mais, un point aussi qui m'a marqué, c'est, de dire la confiance en soi. La confiance en soi et c'est un élément important. Alors, il faut pas en avoir trop parce que quand on devient juste, énervant et puis c'est pas bon. Mais il faut pas en manquer non plus et je pense notamment, je te disais, je travaillais sur les inégalités de genre, mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes entrepreneuses que d'hommes? Parce que la socialisation fait des femmes fait qu'elles ont moins confiance en elles et donc bah, ayez confiance en vous quand même pour vous lancer et c'est vraiment une qualité. Il faut pas avoir peur de ça non plus, tout en restant quand même assez conscient de ses limites, quoi. Donc, confiant. Et travailler sur l'ego positif du terme et souvent j'ai l'impression qu'on met quelque chose de négatif derrière le mot de l'ego, alors que c'est souvent quelque chose de positif, c'est la prétention qui elle ne l'est pas. Oui, complètement, ouais. Ouais, et ben merci, merci à toi, Nicolas, pour ces échanges, pour, ta vision de ce parcours patient, du médical et de tous ces sujets. J'espère que vous avez pris, du plaisir à écouter cet épisode et puis vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur la plateforme audio, préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple. Et on est également disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Nicolas, et à très bientôt. Merci Fabien.